Donc, bonjour à tous, je me présente Manon Saillard, chargée de communication et projet à HEI Alumni. J'organise depuis le confinement les apéros at home tous les mercredis soirs sur différentes thématiques. Le but de cet échange, c'est vraiment un échange informel sur un sujet. Donc, on nomme toujours un animateur ce soir, donc ce sera Quentin, et qui introduit un sujet. Et après, c'est vraiment un moment d'échange informel. On met apéro puisque on prend l'apéro. Moi, j'ai mon petit verre, j'espère que vous aussi. Donc voilà, je propose qu'on fasse d'abord un petit tour de table où chacun se présente peut-être juste nom, prénom, promotion. Et comme ça, Quentin a le temps de se préparer. Ensuite, je lui laisserai la main. Et puis, on pourra passer sur sa présentation et un échange de questions. Donc, je vous laisse chacun vous présenter. Qui veut commencer? Je veux bien, Eric. Donc, Eric Forêt, je suis HEI 90 et donc je suis directeur de projets transverses et notamment sur des projets RSE chez Tereos. Ok. Kéros qui fait quoi? Juste pour ça, pour être Et sûr. bien, on produit du sucre et de l'alcool, D'accord, ok. et des produits menacés aussi. Ok. Ensuite. Alors, bonjour, donc moi je peux me présenter, donc Kitry de Lyon, donc je suis pas encore diplômée, dernière année d'HEI, je viens de finir, donc j'étais en spécialité bâtiment aménagement architecture et maintenant j'ai fait ma dernière année en entrepreneuriat et je reviens de mon semestre aux États-Unis. Ok, super. Ouais. T'es revenu à cause du confinement ou? Alors on est revenu au même moment, oui voilà, Ok. mon université a fermé au moment du confinement en France, du coup effectivement une petite partie de semestre sur ordinateur, mais c'était une expérience comme une autre. Ok, ça marche. Marie Grosso, je suis HEI 2004 et j'ai jusque-là beaucoup travaillé sur l'industrie, en milieu industriel, sur le matériel électrique, notamment des transformateurs électriques où j'ai occupé des postes de commercial et d'opération. Et je m'intéresse fortement aux aspects RSE, notamment pour essayer de les intégrer dans une activité indépendante que j'aimerais développer prochainement. Marc Werner, donc HEI 2016 ou 2017, j'étais dans la même promo de Quentin, mais j'ai fait une césure, donc un petit peu décalé, en spécialité IT et gestion de projet IT. Et aujourd'hui, je travaille à Dubaï chez Thales en tant que product owner sur des outils digitaux. Et personnellement, plus que professionnellement, je m'intéresse beaucoup aussi au sujet de RSE. Ok, super. À Dubaï, du coup, il est tôt, non? Il est 2 heures de plus, donc il est 20h30. Ok. Du coup, il me manque Arthur, c'est ça? Le micro coupé, je sais pas s'il nous entend. Moi, je m'appelle Arthur, je suis en première année d'HEI. Et Ok. j'ai vu le thème et je suis venu, j'ai regardé pour voir quoi. Top. Super. Bon, merci pour votre présentation, Quentin. Du coup, je te laisse la suite. Ouais, alors du coup, bonjour à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. On n'est pas très nombreux, mais c'est plutôt chouette. Ça permettra la discussion probablement. En tout cas, ça la facilitera. Donc, on m'a demandé un peu au pied levé là, d'animer ou de parler un peu de ce parcours. L'idée que je pensais vous partager aujourd'hui, c'était rapidement mon parcours et puis pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, mon poste, je suis à la direction de la RSE chez Bouygues Bâtiment, donc à la direction générale de Bouygues Bâtiment sur ce sujet-là, et j'anime notamment les sujets liés à l'environnement, donc c'est-à-dire la stratégie carbone, la stratégie de déchets et puis biodiversité, et puis le sujet de la biodiversité qui émerge dans notre secteur du bâtiment. Mais l'idée était plutôt de vous... Donc moi, je suis aussi HEI 2016, comme disait Marin. Donc voilà. L'idée est aussi de vous partager peut-être le parcours et ce qui m'a poussé, en tout cas, à m'intéresser à ces sujets-là et puis en faire du coup un peu mon métier. À l'origine, moi, j'étais en bâtiment architecture aménagement, donc BAA, comme Kitry. Voilà. Et j'avais pas une appétence particulière pour l'environnement, on va dire, durant mes années d'étudiant.
Alors, je vais vous partager mon écran. Tableau blanc, non. Hop. J'imagine. Alors, vous devriez le voir là à présent. On va regarder si ça fonctionne bien. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Pas encore, hein. Pas encore, ça devrait arriver. Bon, sinon, juste pour raconter un peu l'histoire, et souvent on commence par ça lorsqu'on raconte cette histoire avec mon cousin. Donc, vous voyez mon écran ou pas? Non. Pas encore du tout. Bon, ça vient pas trop. Partager l'écran pourtant. Et du coup, j'ai la main, c'est ça, c'est ce que tu disais, hein, Manon? Oui, c'est ça. Bah, ça vient pas de desktop, mais il me dit qu'il y a un partager le son, optimiser. Tu as déjà autorisé ton Zoom à partager ton écran ou pas? Parce que normalement, la première fois que tu le fais, tu dois partager. Ouvrir Tu les dois autoriser. précédents. Ok, confidentialité. Ok. Quitter maintenant, plus tard. Ah, donc il faudrait que je redémarre en fait Zoom. Normalement, Si il je n'y a veux. pas besoin de ça. Vu que c'est avec mon compte à moi, normalement, c'est possible. Enfin, on n'a jamais eu Ouais, mais moi, pour qu'il y accède, en fait, ils ont changé leurs paramètres, à mon avis, de confidentialité suite à toutes les remarques qu'il y a dû avoir. Comme c'est pas du tout mon ordinateur que j'utilise et j'utilise pas Zoom habituellement. Donc, je vais vous rappeler à la limite, puisque ça, je vous partagerai, ce sera plus sympa. Donc, Ok. j'arrive, je quitte et je redémarre le logiciel. Ça marche tout de suite. Voilà. En attendant, on peut trinquer si vous avez votre verre. Il y en a qui ont repris le travail là entre vous ou vous êtes toujours tous en télétravail ou chômage partiel selon le. Télétravail pour ma part, Télétravail. depuis maintenant 2 mois et demi. Ouais. Ah oui, ok. Ouais. Comment ça se passe? Ça se passe bien, le télétravail? Oui, ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien. C'est compliqué, mais Alors, c'est ça bon. va. Ça reste compliqué. Ça devrait être bon. Voilà, là, ça Ouais, marche. là, c'est bon. Génial. Bon, bah Ouais, écoutez, nickel. voilà. Il fallait juste faire la petite mise à jour et tout va bien. Activer le mode d'écran. Du coup, donc moi je voulais vous partager déjà cette première expérience. En fait, moi tout avait commencé par un rêve d'enfant qui était de partir faire le tour du monde à vélo. Donc voilà, avec mon cousin Mathieu, on a 12 ans, on joue sur la plage et on se dit un jour, on partira faire le tour du monde à vélo. Ça, on pratique pas mal de sports ensemble et donc on participe notamment au marathon de Paris en 2020, à 20 ans, pardon, donc en 2014. Et pour moi, le marathon, c'était un truc symbolique qui était infaisable. En fait, c'était un truc que seuls les gars super entraînés faisaient, et j'imaginais pas du tout que ce soit faisable. Et finalement, c'est en passant la ligne d'arrivée avec Mathieu, donc que j'ai réalisé que finalement des choses que je pensais infaisables étaient en réalité atteignables. Et donc, on s'est dit, ce tour du monde, on peut en faire d'un rêve, on peut en faire une réalité si on s'en donne les moyens. Et donc, c'est un peu comme ça que l'histoire a commencé déjà. Voilà. Et puis, à ce moment-là, je ne sais pas, Kitry disait qu'elle était à l'étranger puis qu'elle est rentrée. Pareil, moi, à HEI, j'étais en BA et donc j'étais en Corée du Sud. Mon semestre à l'étranger était en Corée du Sud. Et puis, pour s'entraîner, ou en tout cas pour se préparer à notre volonté de faire du vélo, Mathieu m'avait rejoint. Et puis, on s'est dit, mais tiens, si on traversait la Corée du Sud à vélo, comme ça, et puis on verra bien si déjà le vélo nous plaît, parce que c'est bien de vouloir faire le tour du monde, mais avant ça, il faut peut-être savoir si le vélo nous plaît. Et donc, on a débarqué en Nouvelle-Zélande, en Corée du Sud, pardon, les mains dans les poches. Et puis, on a dû trouver des vélos, trouver un itinéraire et se débrouiller dans un pays qu'on connaissait quasiment pas, dont on parlait pas la langue, qui parle anglais en ville, mais très peu en campagne. Et donc, on avait les vélos que vous voyez là, juste sur la photo, c'est des vélos vraiment qu'on avait rachetés pour une. Enfin, non, même pas, on ne les avait même pas rachetés parce qu'on nous les avait offerts par un Coréen qui pensait que ce qu'on allait faire était impossible avec les vélos qu'on avait. Et du coup, il nous avait donné en pensant qu'on était complètement fous.
Ce qui n'était pas d'ailleurs faux, parce que quand on regarde le vélo de plus près, donc ça c'était mon vélo, c'est mon cousin qui avait la bonne idée de prendre celui-là, mais il me l'avait donné parce qu'il n'y arrivait pas. En fait, la roue avant, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a du scotch vert dessus. En fait, le vélo était tellement usé qu'on avait dû rescotcher la roue ou le pneu parce que sinon on crevait tous les 20 km. Donc je ne vous explique pas la traversée de la Corée, c'était vraiment le début, mais c'était le début de l'aventure pour nous. Et c'est ça qui comptait. Sauf que pendant cette première traversée, donc en fait, à l'origine, notre idée était de changer de vélo dans tous les pays, d'où le fait de trouver des vélos comme ça, un peu comme on pouvait se débrouiller. Mais au milieu de la Corée, on se rend compte que, en fait, en Corée, il y a un vrai problème sur la gestion des déchets. Il n'y a pas de poubelle publique. Pourtant, le pays est très propre. Donc, c'est vrai qu'avec Mathieu, on était toujours assez dubitatif parce que, comme on était itinérant, on se trimballait avec nos poubelles derrière notre vélo, et puis on cherchait en vain des poubelles publiques, mais impossible d'avoir des poubelles publiques. Et puis à un moment donné, on se dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas garder tous ces déchets sur nous, et donc on va frapper à la porte d'un petit paysan qui nous ouvre sa porte et puis qui nous dit, bah ouais, moi je veux bien récupérer vos déchets, mais vous les triez. Et là, il est au milieu de nulle part, et il nous demande de trier en 5 catégories. On se demande un peu quel sens ça a et pourquoi est-ce que lui fait ça. Et en fait, il nous restait encore 300 km à parcourir pour atteindre notre objectif. Et pendant 300 km, on n'a pas arrêté de se demander mais pourquoi ce gars-là, au milieu de nulle part, trie, alors que moi, en tant qu'étudiant, je ne sais pas pourquoi je trie. Moi, j'étais un peu persuadé du complot, c'est-à-dire qu'en fait, on triait, mais que tout revenait dans la même poubelle et donc que ça servait à rien. Mais en fait, ça a surtout attiré notre curiosité. Et donc, à la fin de cette aventure en Corée, on s'est dit, mais pourquoi est-ce que, si on part, pourquoi est-ce qu'on ne partirait pas découvrir comment est-ce que sont gérées les poubelles dans le monde? Un sujet qui a l'air pas du tout sexy comme ça, mais qui pour nous était finalement un sujet qui pouvait être intéressant. Alors moi, je suis revenu après de cette parenthèse à Séoul, puis j'ai réintégré les équipes de Bouygues, parce que je travaillais déjà chez Bouygues en tant que conducteur de travaux, donc ça c'est mon équipe à l'époque sur un chantier qui s'appelait le chantier du Palais de Justice de Paris. Donc c'est ce bâtiment. C'est un grand bâtiment qui était dans le 17e arrondissement, porte de Clichy. Et puis pendant un an, j'ai travaillé sur ce chantier avec la perspective de me dire, à la fin, dès que j'aurai récupéré suffisamment d'argent, je partirai faire mon tour du monde avec Mathieu. Et en parallèle de mon métier, en fait, on a créé une association avec Mathieu qui s'appelle Cycle Tour Recycle. Parce qu'en fait, en travaillant, on s'est rendu compte d'un constat. Donc aujourd'hui, on vivait dans un monde où il y avait une économie linéaire. Donc l'idée était d'aller extraire de la matière première, que ce soit sur mon chantier ou ailleurs. On la transformait, finalement on la vendait et puis ensuite on la jetait. Voilà, donc ça finissait à la poubelle. Et on s'est demandé si finalement le déchet n'était pas une erreur de design. Parce qu'en fait, d'un côté, à force de creuser notre sujet, on s'est rendu compte qu'il y avait de moins en moins de ressources. Donc il y avait un taux, par exemple, de retour sur l'énergie. Actuellement, en général, il est considéré de 1 pour 18. Alors évidemment, si on est chez Marin, ça va être beaucoup plus, puisque l'énergie est facilement accessible. Mais si on est au Canada, dans les sables bitumineux, c'est 1 pour 3. Mais concrètement, on se rend compte que d'un côté, on n'a plus de ressources. En tout cas, on en a de moins en moins. Il y a des tensions sur le sable, il va y avoir des tensions sur le pétrole, donc sur l'énergie, etc. Et puis d'un autre côté, on a trop de déchets. Donc on a une espèce de balance un peu étonnante qui dit, tiens, on a moins de ressources et puis on a trop de déchets. Et finalement, est-ce qu'on ne peut pas essayer de répondre à cette question-là? En tout cas, c'était la prétention peut-être un peu jeune qu'on avait en créant notre association, Cycle Tour Recycle. Et donc, c'était de se dire, mais est-ce que finalement, on parle beaucoup du problème, je viens de vous dresser très très rapidement, ce problème de pollution, mais est-ce qu'il n'existe pas des solutions partout dans le monde? Et donc, c'est en 2017-2016. Le chantier se termine pour moi et puis on est à peu près prêt. On a rencontré beaucoup de monde sur le sujet, sur la place parisienne. On a réduit notre sujet à l'économie circulaire du plastique parce qu'on sentait peut-être en 2017 qu'il y allait avoir un fort enjeu, en tout cas sur cette matière, qui avait été à une époque la solution à tout et qui allait se retourner contre nous en devenant un fléau, notamment par la pollution maritime, mais ça on en parle tous les jours, donc j'ai même plus besoin de dresser le sujet. Mais on avait envie d'apporter un peu plus d'optimisme et d'apporter surtout des solutions et de montrer que les solutions existaient peu importe où on allait. Donc voilà, donc on a créé une association qui s'appelle d'ailleurs toujours Cycle Tour Recycle. Donc voilà, on a parcouru, on est parti
je raconte rapidement et puis après, je passerai plutôt sur ce que je fais aujourd'hui. Mais en fait, on a réussi à se faire sponsoriser par mon entreprise, donc Bouygues, qu'on voit derrière les locaux en fait, de l'entreprise, puisqu'on est parti de Challenger, c'est le siège social de Bouygues. L'idée, je pense, et ce qui est intéressant plutôt d'un point de vue professionnel ici, c'était que en fait, moi, j'ai interpellé mon PDG qui avait commencé à parler d'économie circulaire au sein de l'entreprise. Je m'étais dit, bah, tiens, c'est intéressant, un patron qui nous parle d'économie circulaire. Moi, j'ai un rêve, c'est de partir faire un tour du monde sur l'économie circulaire. Est-ce que ça ne l'intéresserait pas? Et donc, un peu bêtement, mais je lui avais écrit tout simplement en prenant son adresse mail. Après tout, il existait dans l'annuaire de l'entreprise. Il n'y avait pas de raison que même le PDG n'ait pas d'adresse mail. Et donc, je l'ai interpellé en lui disant, bah, vous parlez d'économie circulaire, pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait sur nos chantiers? Qu'est-ce qu'en tant que jeune, moi, conducteur de travaux de 23 ans, tout en bas de l'échelle, je peux faire? Et donc, il m'avait reçu dans son bureau et il avait choisi de nous aider en participant financièrement à notre projet. Je pense que le deal, en fait, et c'est souvent ce qu'on me pose comme question, l'intérêt pour lui était double. D'une part, montrer qu'il soutenait des collaborateurs qui s'engageaient. Je pense que ça, c'était important pour un patron. Et puis, d'autre part, par un autre moyen que, on va dire, la voix du patron, surtout dans nos entreprises qui sont très pyramidales, en tout cas chez Bouygues, on est très, très pyramidal. C'était un autre moyen de diffuser un message auquel lui croyait, c'est-à-dire, ou en tout cas, qu'il sentait monter la protection de l'environnement et en tout cas le fait que son entreprise devait s'engager sur ces sujets-là. Donc je pense qu'on est arrivé au bon moment aussi et c'est ce qui a permis notamment d'être aidé. Et donc voilà, donc ils étaient partenaires de notre projet et donc on est parti de chez eux. Je vais rapidement, mais je vais pas faire les photos du tour du monde, mais globalement on a parcouru en fait 20 000 km sur 5 continents à la rencontre d'une trentaine d'initiatives et ces initiatives on les a traduites par des vidéos une quinzaine de vidéos qui présentent à chaque fois à la fois nos aventures à vélo et puis une solution qui touche soit au recyclage, soit à la diminution, soit à une alternative au plastique. L'idée de fond était de sensibiliser la jeune génération qu'on incarnait, donc à une époque où le voyage était assez plébiscité aussi et était un moyen de créer de l'audimat, on va dire, de les sensibiliser à des enjeux environnementaux auxquels on croyait et pour une cause pour laquelle on s'était engagé. Sachant que, et je le rappelle toujours aussi, cette aventure, c'était, comme je vous l'ai dit au début, un rêve aussi d'enfant. Donc il y avait toujours ces deux contrastes, ces deux choses importantes dans notre aventure qui étaient de se dire, à la fois on croit et on a un engagement fort et en même temps on ne doit pas oublier aussi que c'est notre rêve et que c'est voilà. Alors, cette photo elle est au Mozambique parce qu'en fait on a remonté une partie de l'Afrique de l'Est. Je pourrais vous citer les pays qu'on a traversés, mais une grande partie d'Afrique, d'Iran, d'Inde, d'Indonésie, Nouvelle-Zélande, voilà, et puis un peu d'Amérique du Sud, surtout sur la cordillère des Andes, jusqu'au Brésil. L'idée aussi, je ne l'ai pas dit, mais c'était de partir dans des pays, on va dire les pays dits du Sud ou en voie de développement, dans lesquels les marchés, en fait, notamment de consommation de plastique, allaient exploser et qui avaient des moyens, on va dire, d'infrastructure et de collecte qui étaient encore assez rudimentaires, donc un enjeu face aux déchets très fort. Quand on pense à l'Inde, même à l'Afrique, une partie de l'Afrique, au Maghreb, on est passé au Maroc, je ne l'ai pas dit, mais, ou au Brésil, on sent bien qu'il y a un vrai sujet sur la gestion des déchets. Et c'est ce qui nous intéressait. Donc ça, c'est un schéma qui rappelle un peu ce que c'est que l'économie circulaire. Donc tout à l'heure, je vous ai dressé un portrait qui était linéaire, qui était de dire, finalement, on extrait de la matière, on la transforme, on la vend, et puis on l'utilise, et puis on la jette. En fait, il y a le concept d'économie circulaire, il est en opposition au concept d'économie linéaire. Et il vient en fait essayer de fermer la boucle, c'est-à-dire de se dire, mais en ayant une exploitation durable de nos ressources et en proposant différents scénarios de fin de vie, c'est comme ça qu'on appelle, est-ce qu'on ne peut pas réintroduire finalement toutes ces ressources qu'on a à disposition dans l'économie? Puisqu'en fait, ni plus ni moins que ce qu'on jette, c'est d'ailleurs, moi, c'est tout ce qui m'intéresse dans le sujet des déchets, c'est le modèle économique. Ça veut dire qu'on est arrivé dans un moment où finalement, quelque chose qui a intrinsèquement une forme de valeur n'en a plus. En perd, puisqu'un déchet, par définition, c'est quelque chose dont on est prêt à se séparer, voire dont on est prêt à payer quelqu'un pour qu'il le récupère.
Alors nous, on s'en aperçoit pas forcément en France, hein, mais en réalité, on paye un impôt pour la collecte des déchets. Les entreprises payent pour qu'on collecte des déchets. Donc c'est quelque chose qui a intrinsèquement une valeur, on ne l'aperçoit plus et on est même prêt pour s'en débarrasser à payer quelqu'un d'autre. C'est un modèle économique très particulier. Il y a peu de modèles économiques qui se retrouvent dans cette situation-là. Et moi, c'était ça qui a attisé, on va dire, ma curiosité et dans lequel le modèle d'économie circulaire essaye de remettre un sens logique en disant finalement, on doit revoir encore cette valeur intrinsèque du produit et pas la perdre définitivement, parce que quand on la met dans un trou, en fait, en réalité, on la perd définitivement, cette valeur. Une question aussi, alors ceux qui travaillent sur le sujet le sauront, mais peut-être plus pour les Arthur et Kitri, mais est-ce que vous connaissez bien les différences justement entre ces trois terminologies qui sont le développement durable, la RSE et l'économie circulaire? Souvent, on a tendance parfois à mettre tout ça un peu dans le même panier. Je ne sais pas si... Non, je ne connais pas la différence exacte. Je connais les trois, mais Ouais. la différence. Moi, je le résume souvent un peu comme le dessin qui est en haut à droite, c'est-à-dire un peu comme des poupées gigognes. Finalement, le développement durable, donc c'est un concept qui a été inventé, on va dire, qui est arrivé à la fin des années 90, enfin oui, c'est à peu près dans les années 90, grâce au Club de Rome et puis au rapport Brundtland. C'est un concept large qui vise je le montrerai après, à mêler la sphère économique, la sphère environnementale et la sphère sociale. C'est-à-dire que pour se développer, il faut être à la croisée de tout ça. Donc prendre en compte en fait ces trois sphères-là. La RSE, donc c'est la responsabilité sociétale des entreprises, c'est l'application du développement durable à l'entreprise. Le capitalisme, je n'ai rien contre, hein, mais le capitalisme finalement souvent adapte des concepts et se les approprie. Et donc la RSE, pour moi, c'est qu'une adaptation des concepts du développement durable à l'entreprise. Donc c'est s'interroger sur toutes les externalités, positives comme négatives, qu'a une entreprise sur son environnement, au sens large, que ce soit social ou sociétal. Et puis, donc, c'est de se poser cette question, quels sont mes impacts? Est-ce que je peux avoir des impacts vertueux? Si j'ai des impacts négatifs, comment est-ce que je peux les diminuer, etc. Et puis, l'économie circulaire, c'est ce que j'ai tout à l'heure introduit, mais c'est plus un modèle économique, finalement, qui vise à dire que le déchet est une erreur de design, c'est la phrase de tout à l'heure, et donc, en fait, on doit percevoir de la ressource et rendre la ressource toujours accessible et ne pas la perdre. Voilà. Ça, c'est un peu les différences. C'est comme ça que je l'ai défini. Hein, donc ça, c'est les sphères dont je parlais tout à l'heure, Arthur. Hein, donc la sphère écologique, la sphère sociale et la sphère économique. Donc j'aime bien pour résumer. Donc finalement, le durable, c'est en anglais le sustainable, c'est ce qui se trouve un peu au centre. Sachant que c'est intéressant d'ailleurs. Moi, j'aime bien entre l'économique et l'écologique de faire le viable, entre l'écologique et le social le vivable, et le social et l'économique l'équitable. On retrouve des notions qu'on entend souvent. Alors ouais, j'avais envie de vous parler de cette slide, mais après j'arrêterai de parler. Finalement, ça c'est... Donc ah oui, je ne l'ai pas dit en fait. Donc après mon tour du monde, je ne savais pas trop ce que j'avais envie de faire. J'avais le choix entre devenir un hippie en tongs et ne plus rentrer dans une entreprise du CAC 40 ou au contraire me dire que pour changer les choses, il fallait les changer de l'intérieur. Et donc rien de mieux que d'aller dans une entreprise du CAC 40, essayer de susurrer à l'oreille des dirigeants et de voir ce qu'il en tomberait. On était deux dans ce tour du monde, donc Mathieu et moi. Mathieu a choisi non pas de devenir un hippie, mais de rentrer dans une plus petite start-up et d'essayer de voir comment est-ce qu'il pouvait changer les choses peut-être à une autre échelle, tout en susurrant finalement à l'oreille des grands de ce monde. Et puis moi, je crois fermement au bâtiment. C'est un sujet qui m'intéresse, un produit en tout cas qui m'intéresse. Et donc je me suis dit que c'était quoi de mieux que de retourner dans une entreprise qu'on connaissait, avec la légitimité d'avoir eu le métier de terrain, le métier de base, qui est le conducteur de travaux. Et donc, de voir maintenant comment est-ce que, après ce beau tour du monde, en fait, le côté idéaliste de mes solutions allait se heurter à la réalité des métiers. Et donc voilà. Finalement,
Donc on a créé une fiche de poste, parce qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de poste à l'origine qui était dédié à ce sujet. Il y avait à différents niveaux de l'entreprise, mais comme c'est une grande entreprise dans l'entité dans laquelle je travaille, donc qui fait du bâtiment en France, il n'y avait pas forcément de direction RSE à proprement parler qui coordonnait toutes les actions. Et donc, il y a un directeur qui s'est positionné, et puis moi, je suis allé sur le sujet environnement. Et on avait catégorisé 3 niveaux d'action. Et je trouve important en fait de vous partager, et auquel je crois toujours, finalement, dans tout ce qu'on fait. Ça veut dire que quand on parle de RSE ou d'engagement, nous, on a détecté 3 niveaux d'action. Un niveau d'action qui est plutôt stratosphérique, assez institutionnel entre experts, qui est finalement tout ce qui attaque la loi, qui n'est pas tout à fait concrète, mais qui permet au fur et à mesure de faire bouger les lignes. Si on pense par exemple en ce moment à tous les sujets sur l'interdiction des plastiques à usage unique, etc., le temps que ça se mette en réalité, que ça impacte nos vies, ça va mettre beaucoup de temps, mais ça force à interroger finalement l'opérationnel, les metteurs sur marché, etc., à trouver des solutions. Ensuite, il y a le niveau d'action qui est symbolique. Ce que j'appelle symbolique, c'est celui auquel tout le monde est attaché, mais en vrai, ça n'a aucun impact ou très peu d'impact. C'est le syndrome du gobelet du siège. Nous, on l'avait appelé comme ça chez Bouygues. C'est si tu dis que tu fais du l'environnement, mais que par mégarde, il y a un gars qui a pris un gobelet en plastique, il se fait allumer. Mais bon, en soi, je veux dire, le gobelet du siège, même à l'échelle de Bouygues, c'est pas négligeable, mais enfin, par rapport à l'activité, c'est rien. Je veux dire, notre empreinte carbone, elle est 10 fois plus impactée par le ciment à un ratio de 1 pour 10 millions que sur la goutte de pétrole qui est contenue dans le gobelet en plastique. Mais enfin bon. Mais cela dit, c'est dans l'imaginaire collectif, c'est ce qui est palpable tout de suite et c'est important. Et donc, c'était de se demander, il faut en faire, mais quand même, il faut en faire le moins possible. Mais souvent, quand on en fait, on en parle beaucoup. Il y a toujours cette espèce de dissymétrie entre le fait d'avoir besoin d'en parler. Alors, on fait un siège qui est sans gobelet, mais à côté de ça, on ne s'interrogerait pas sur l'impact carbone de notre ciment. C'est l'hérésie un peu. Mais finalement, tout le monde serait attaché au gobelet. Et puis, il y a le plus important, alors c'est pour ça aussi qu'on met des pourcentages. J'ai repris une slide que j'avais déjà écrite, mais qui est finalement l'opérationnel. Pour moi, ce que je considère l'utile, c'est-à-dire de s'interroger sur, OK, est-ce qu'on réfléchit à des emballages en vrac réutilisables sur nos chantiers? Est-ce qu'on force nos sous-traitants par le contrat à ne plus venir avec des emballages qui sont inutiles? Est-ce qu'on s'interroge sur l'impact carbone de nos ciments? On réfléchit à des modes constructifs différents? Est-ce que dans le concret, dans ce qui a un impact pour nous, on est présent? Et donc ça, je pense que souvent, parfois on mélange un peu les deux, et les médias, je pense, mélangent bien trop souvent les trois. Pardon. Et c'est vachement important, en tout cas, moi, dans mon action et dans mon engagement, de différencier ces 3 niveaux d'action. Peut-être que je laisserai notre sujet un peu là-dessus pour lancer, je sais pas, le débat sur est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, ces niveaux d'action. Est-ce que, par exemple, je crois que c'était Bruno, non, c'est pas Bruno, ceux qui travaillent dans ces domaines-là, est-ce que c'est des choses que vous ressentez, vous les qualifiez comme ça, ou peut-être pas du tout? Voilà, et puis sinon, je sais pas, voilà. Ouais, Je pense si que vous avez des j'ai déjà bien questions, parlé. etc. Il y a Eric qui demandait tout à l'heure, tu as parlé du taux de retour de l'énergie. Ouais. À quoi ça correspond? Qu'est-ce que c'est le taux de retour de l'énergie? Alors le taux de retour sur l'énergie, en fait, c'est combien d'énergie on doit mettre pour produire un baril de pétrole. En gros, dans les sables bitumineux, par exemple, c'est-à-dire que le faire de fait fonctionner des camions qui vont racler le sol, les machines qui le raffinent, etc. En fait, l'énergie qu'on dépense par rapport à l'énergie qu'on est capable de capter, donc si on fait un taux de retour sur investissement énergétique, on est à 1 pour 3. Quand on pense qu'il y a, je crois que c'était il y a 25 ou 30 ans, on était à 1%. Voilà, donc on voit bien qu'on est arrivé aujourd'hui à des limites. En fait, quand on est à 1 pour 3 au Canada, 1 pour 18 dans le monde, ça reste plutôt bon. Enfin, plutôt bon, ça reste encore acceptable, mais quand on est à 1 pour 3 au Canada, c'est se dire que le prix de l'énergie est devenu très important. Et que le jour où on tombera à 1 pour 5, voilà, on tombera sur la tête. Après, on trouvera peut-être d'autres sources d'énergie, mais c'était plutôt dans ce sens-là.
Oui, actuellement, tu veux dire qu'on dépense à peu près 6% de l'énergie en extraction et en raffinage, c'est ça? Ouais, exactement. Et quand on utilise du gaz, par exemple, on doit baisser puisqu'il n'y a quasiment rien à faire sur le gaz. Oui, alors ça dépend des sources, exactement. Ou ce que je disais, hein, au Moyen-Orient, les sources, les puits sont encore assez accessibles, donc on dépense peu. Mais quand on pense au gaz de schiste, par exemple, on en émet plus d'énergie. Alors, Voilà. je ne sais pas comment où vous en êtes là chez Bouygues, mais nous, chez Tereos, je pense que Tereos, c'est le plus gros client ou le deuxième ou le troisième client de GRT Gaz en France. Euh, donc, on commence à réfléchir à 2050 et au zéro impact carbone. Mm. Et donc, on part de loin, hein, puisque en étant dans les majors de la consommation de gaz, voilà, on a fait beaucoup d'efforts depuis peut-être 50 ans, mais voilà, on reste par notre taille et par les volumes traités un gros consommateur. Donc, on a mis en place beaucoup beaucoup de moyens, hein. On a aussi des suivis au jour le jour, heure par heure, minute par minute, hein, de nos consommations d'énergie. Mais aujourd'hui, pour diminuer, on a des petites idées, hein, on a des idées, il existe dans nos procédés des moyens de diminuer de 20%, 30%, mais divisé par 2, 3, 4, 5 la consommation d'énergie fossile, ça va être compliqué. Alors, ça Alors, fait. Je ne sais pas comment vous envisagez ça chez Bouygues, puisque vous avez le ciment. Hein, donc, Alors, nous, chez Bouygues, c'est un peu particulier dans les entreprises générales du bâtiment. En fait, donc, pour réexpliquer un peu à tout le monde, aujourd'hui, là, il y a une stratégie nationale bas carbone, hein, qui a été sortie par l'État et qui vise une neutralité carbone conformément aux attentes mondiales de l'ONU pour 2050. Neutralité ne veut pas dire ne plus consommer ou exporter du carbone, veut dire arriver dans son industrie à un équilibre entre le carbone capté par la capacité de captation de carbone par rapport à son exportation, voilà. Enfin, au fait d'en rejeter dans l'atmosphère. C'est important parce qu'on a souvent trop tendance à penser que la neutralité veut dire zéro. En fait, l'État français a un crédit carbone et peut l'administrer à différentes industries, et donc certains secteurs ne vont pas à la neutralité. C'est important déjà, à mon avis, de l'avoir en tête. Pour nous, et quand on parle de carbone, en fait, on différencie 3 scopes. Le scope de consommation directe, scope 1. Donc ça, c'est ce qu'on consomme en tant que gaz et énergie primaire, gaz et puis pétrole. Donc dans le cas de TREO, c'est en fait en effet ce que tu dis, Eric, c'est que forcément quand on consomme du gaz, quand une industrie consomme du gaz en direct, il a un scope 1 déjà qui est très très carboné. Ensuite, le scope 2, souvent c'est l'électricité. En fait, c'est de l'énergie indirecte. Donc voilà. Et puis le scope 3, c'est tout ce qu'il y a à côté, qui n'est pas consommé par l'entreprise en direct, et donc qui est issu des matériaux. Alors nous, Bouygues, Vinci, etc., en fait, notre impact carbone, il est composé à 95% de notre scope 3. Parce que nous, on met en œuvre des matériaux qui viennent de l'extérieur. Donc souvent, la stratégie, ou en tout cas aujourd'hui, la maturité de l'État impose aux entreprises de réfléchir à leur scope 1 et 2. Du coup, pour nous, c'est 5% de notre scope et ça concerne essentiellement la flotte de véhicules, en gros la mobilité des collaborateurs. Donc, on va dire que sur ces scopes-là, c'est assez facile de botter en touche. Après, ce à quoi on croit chez Bouygues, c'est qu'on a un rôle à jouer sur le scope 3. Parce que, en fait, le scope 3, c'est donc les matériaux qu'on met en œuvre et puis l'empreinte carbone, la consommation en fait, des produits qu'on livre. C'est encore plus loin. Le bâtiment a une chaîne assez gigantesque d'acteurs, puisqu'on conçoit des bâtiments qui après sont utilisés pendant 50 ans par des utilisateurs. Mais nous, on n'a pas la responsabilité de la consommation énergétique des bâtiments, en fait, paradoxalement. Donc on l'appréhende aujourd'hui. Alors c'est un des gros sujets sur lesquels on travaille avec mon directeur et puis que nous avons confié comme mission, c'est de réfléchir justement à l'après, sachant que l'empreinte carbone d'un bâtiment, c'est
je vais donner beaucoup de chiffres, mais 60%, c'est son exploitation, donc c'est l'électricité qu'il faut pour faire le chauffage, la climatisation, etc. Et puis 40%, c'est intrinsèquement les matériaux du bâtiment, donc le ciment principalement, le gros œuvre, et aussi pas mal d'autres choses. Aujourd'hui, il y a deux pistes, hein. Soit c'est de construire avec, en tout cas sur le ciment, c'est de réfléchir à la carbonatation. En fait, le ciment, c'est un peu technique encore une fois, mais on casse une molécule, on chauffe l'empreinte carbone du ciment, elle est issue de deux trucs, c'est l'énergie qu'il faut mettre un peu comme Tereos, il faut chauffer du clinker, enfin chauffer du calcaire pour en faire du clinker. Et ça consomme beaucoup d'énergie. Et en fait, quand on casse une molécule de calcaire, on dégage du CO2. Donc voilà, c'est double. On crame de l'énergie et en plus, on dégage du CO2 dans l'atmosphère quand on fait du ciment. Donc il y a pas mal de cimentiers qui réfléchissent à diminuer cet impact-là. Il y a aussi une possibilité qui est d'utiliser des laitiers de haut fourneau. Donc en fait, quand on fait de l'acier, on dégage une poudre, un laitier de haut fourneau, un clinker en fait, et qu'on peut mettre dans du ciment. On peut mettre en substrat du ciment. Et donc, en fait, on a un déchet d'une industrie qui devient utilisable par d'autres. Donc, c'est de la pure économie circulaire. Et donc, ça diminue l'empreinte carbone du bâtiment puisque c'est un déchet qu'on, de toute façon, on a créé. Voilà. Et après, il y a d'autres modes constructifs qui sont la réflexion sur les matériaux biosourcés et puis le bois. Donc, notamment le bois, qui, je pense, a un bon avenir d'une certaine façon dans la construction. Donc voilà un peu les réponses qu'on esquisse aujourd'hui chez Bouygues, avec cette conscience que voilà, il faut bien différencier. Le cas de Tereos forcément est plus direct, c'est l'énergie consommée en entrée par les industries. Et Quentin, j'ai une question pour toi, là, notamment, je trouve hyper intéressante en fait ce que tu as mis là sur les niveaux d'action. Est-ce que tout ce dont tu viens de parler, est-ce que c'est un peu compliqué, mais est-ce que le pourcentage d'action que vous faites est à peu près le même que ça? C'est-à-dire, en gros, est-ce que vous vous dites, OK, ben, on s'est aperçu que 60% c'était plutôt sur la partie utile, donc on va concentrer tous nos efforts là-dessus, ou en fait, il faut quand même toujours faire un peu de symbolique, donc on va faire de l'éducation, du training, de la communication, et on va peut-être aller faire du lobbying pour influer sur la partie stratosphérique. En fait, c'est les trois. Ça, c'est ma fiche de poste. C'est le résumé de ma fiche de poste. Okay, c'est comme ça qu'on l'a expliqué quand on a commencé, en gros, en disant nous, on croit que c'est comme ça qu'il faut qu'on concentre notre temps et c'est comme ça qu'il faut qu'une direction comme la nôtre travaille. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se perdre dans faire du lobbying auprès des instances parce qu'à un moment donné, ça ne sert à rien et puis c'est trop loin de l'opérationnel. On croit qu'évidemment, il faut qu'on passe du temps le plus proche possible de l'opérationnel, mais on ne peut pas se manquer en tout cas le côté symbolique. Et voilà. Et je pense que c'est un équilibre. Moi, c'est comme ça que je l'ai décrit, mais c'est un équilibre qui me paraît sain, entre guillemets, et moteur. Ça montre que tu ne peux pas en laisser un de côté, quoi. Ouais, et c'est pour ça d'ailleurs, on l'avait expliqué parce que pareil, c'est une entreprise où il y a beaucoup d'ingénieurs, un peu par le barycentre. On a dit voilà, notre équilibre, si jamais on sort de ça, on pense que soit on se fera plaisir à faire entre experts, et pour avoir du coup pas mal grenouillé, puisqu'on était basé à Paris, et notamment en ce moment, il y a une loi qui fait beaucoup parler d'elle, c'est la loi anti-gaspillage et économie circulaire, qui va venir ébranler un peu le secteur du bâtiment par la mise en place d'une responsabilité élargie du producteur. C'est un truc que connaissent bien aujourd'hui les metteurs sur marché type Coca-Cola, parce que par exemple Citeo est un éco-organisme qui récupère une taxe sur les emballages de produits. D'ailleurs, j'avais préparé un truc, je vais vous montrer. Est-ce que vous connaissez Schtuck? Ah merde, je ne l'ai pas mis. Bon, bah tant pis. Je voulais vous montrer. Je vais vous montrer comme ça. Juste, je vais prendre la parole 2 secondes. Il y a Marianne qui nous a rejoint pendant que tu parlais tout à l'heure. Je vais lui souhaiter la bienvenue. Et du coup, Marianne, n'hésite pas si tu as des questions à intervenir. Quentin a fait sa petite présentation et là, c'est plutôt le moment d'échange. Donc, Vous voyez mon écran ou pas là? Oui, je suis juste désolée. J'ai une réunion jusqu'à 7h, donc voilà. Non, mais il n'y a pas de souci. C'était juste pour te mettre… Je voulais juste savoir, Quentin, juste un exemple de ce qu'on appelle le stratosphérique.
l'action. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Donc moi, par exemple, en ce moment, cet hiver, là, a été votée la loi anti-gaspillage et économie circulaire. D'accord. C'est une loi qui est mise en place par le ministère de la Transition écologique et solidaire et qui vise à mettre une REP donc, sur notamment le bâtiment. Donc nous, ça nous impacte directement. Il y a 3 articles qui nous impactent, notamment celui-là. Et je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une REP, mais est-ce que vous connaissez ce logo-là? Le logo, je vous montre là. Vous le voyez ou pas? On le voit pas, on le voit pas. Ah, vous le voyez pas. On est toujours sur ta page de PowerPoint. Yes, alors je vous montre là. Je clique partager l'écran. Ce logo là. Vous voyez là? Yes. Oui, bien sûr, l'éco-emballage. Mais du coup, par exemple, Arthur, là, tu sais à quoi il correspond? Oui, c'est-à-dire que l'entreprise paye une taxe ou quelque chose comme ça. Pas mal. Bon. Ouais, moi, j'avoue, je ne savais pas et justement, je me suis posé la question ce matin sur un truc que j'ai consommé. Donc, En fait, celui-là, souvent, on confond ces deux-là. On pense qu'il veut dire que c'est recyclable. Mais pas du tout. En fait, ça veut juste dire qu'on paye une taxe, que le metteur sur le marché, exemple Coca-Cola, Vittel, n'importe qui, paye une taxe pour l'emballage qu'il met sur le marché. Celui-là, par contre, oui. Tout ça pour dire en gros. C'est au niveau du poids d'emballage. Nous, on est touché directement. Effectivement, on doit déclarer tout le poids des emballages que l'on met. Tout ça pour dire que du coup, nous, on doit avoir une REP. Et par exemple, sur le stratosphérique, c'était de savoir, la Fédération française du bâtiment était contre la mise en place de cette REP, souhaitait que le bâtiment et les entreprises du bâtiment s'organisent elles-mêmes en cohérence. Et donc, il y a eu pas mal d'actions. Alors, bon, nous, au Bouygues, on avait une position qui pouvait être différente, parce que, voilà, mais on avait pas mal d'actions sur comment est-ce que ça va sortir, est-ce que le réemploi va être autorisé, donc on va pouvoir assurer nos matériaux et ne plus les considérer comme déchets, parce que quand on est dans un statut de déchet, c'est très particulier d'un point de vue de la réglementation. Voilà, il y a un certain nombre d'actions. Nous, on pousse pour qu'il y ait une REP sur le plâtre, parce qu'on pense que c'est pertinent et qu'on est capable de séparer le flux du plâtre. Donc la loi, voilà, c'était un peu de savoir comment est-ce qu'on se positionnait. Et donc, mais c'est quelque chose qui va finalement aboutir dans notre métier que dans 2-3 ans au mieux. Parce que le temps que les décrets sortent aujourd'hui, on est encore en train d'essayer de les influencer, que l'ADEME, qui est l'agence qui gère ce genre de sujet-là, tout ce qui est environnemental et maîtrise de l'énergie en France, donne ses recommandations. Enfin, voilà, il y a tout un jeu finalement politique assez fin d'influence. Donc c'est ça que j'appelle stratosphérique. Ou en interne, c'est le reporting. Moi, je considère que le reporting RSE, c'est quelque chose de stratosphérique. Moi, quand je vais voir mon conducteur de chantier, il n'en a rien à secouer que l'entreprise ait un taux de recyclage de 85% de ses déchets non dangereux, non inertes. Le mec, il s'en cale. Voilà. Donc ça fait plaisir à un monsieur qui est en cravate, qui après va être un investisseur, etc., etc. Donc en fait, ça change rien pour le gars du bas. Ça change à un niveau d'investisseur, etc. C'est ce que j'appelle du stratosphérique. Quel temps vous passez à informer au sein de l'entreprise, à former les gens, justement, essayer de les orienter un peu plus, de prendre conscience de l'impact qu'ils ont et de l'importance de leurs actions dans ce domaine RSE? C'est difficile à quantifier. Je dirais qu'aujourd'hui, mais moi j'ai le sentiment, mais peut-être que je me trompe, que c'est un sujet qui est devenu de toute façon préoccupant pour la société. Donc il n'y a plus vraiment besoin, en tout cas de la part de l'entreprise, on va dire, c'est plus elle qui doit former, impulser ou faire découvrir, c'est plutôt l'entreprise qui est acculée d'une certaine façon par les collaborateurs qui, eux, sont en demande de qu'est-ce qu'on fait pour ce sujet-là. Moi, je trouve que ça s'est vachement inversé. Alors après, sur la formation d'un point de vue technique, du coup, et qu'est-ce qu'on donne comme moyen aux collaborateurs pour mettre en pratique certaines choses, là, c'est plus divers et ça se joue, je pense, beaucoup à l'échelle locale, c'est-à-dire entre le manager et le manager. Voilà. Donc, je saurais mal répondre, hélas, à la question, je pense. Parce que, juste pour comprendre, Marianne, vous travaillez dans quoi? Moi, je suis chez Spontex et MAPA, donc c'est des produits consommables qu'on emballe, évidemment, les éponges et les gants. On fait beaucoup, surtout les gants pour les professionnels, hein, en B2B. Et bon, on connaît bien ces problèmes-là. On vient de démarrer,
de prendre une personne spécifique pour le RSE et monter ça. Elle a une formation plutôt, elle, marketing. Donc, ça m'inquiète un petit peu parce que c'est plutôt, on va faire plutôt du symbolique. Enfin, j'ai peur de ça. Par exemple, quand on développe nos produits nouveaux, on n'a pas encore le réflexe de se dire on va prendre des matières en fonction de leur sustainability, on va pas non plus, là je me suis bataillée pour qu'on prenne un fournisseur plutôt européen qui était en République tchèque plutôt que chinois, et puis on a fini par dire non, il est vraiment moins cher le chinois, donc on le prend. Pour moi, le transport maintenant, c'est une nuisance. C'est quelque chose qu'on doit vraiment éviter par tous les moyens parce que c'est négatif. Enfin, je veux dire, c'est pas une valeur ajoutée, c'est une non-valeur ou une ajoutée. Hein. C'est vraiment. Et ça, c'est pas rentré du tout dans notre société, dans les mentalités. Alors, ça me fait penser à un truc finalement en fait, ta question, moi je trouve que c'est pas tant les collaborateurs qu'on a à former, parce que souvent ils nous interpellent et puis plus ils sont jeunes, plus ils vont nous interpeller, c'est la direction. En fait, on passe beaucoup de temps aujourd'hui, de certaines façons, à faire de la pédagogie. En tout cas, nous, on a mis aujourd'hui, alors ils font un peu semblant de temps en temps, mais où ça les intéressait pas tant que ça au début, parce qu'ils étaient en effet, comme tu dis, sur le prix, notamment quand on passe aux achats, etc. Mais finalement, on découvre qu'il faut les former sur ce que c'est que le scope 1, scope 2, scope 3 sur l'empreinte carbone, alors que c'est quelque chose qui est fait dans l'entreprise depuis 10-15 ans. Il faut qu'on les forme sur quelle est l'empreinte carbone de nos activités sur certains sujets. Et là, on s'aperçoit qu'on doit en ce moment passer un peu de temps, en tout cas sur un sujet qui est devenu, dont ils ne peuvent plus faire semblant de ne pas connaître, de ne pas maîtriser. Voilà. Par contre, c'est vrai que on a toujours cette difficulté-là à convaincre vis-à-vis d'arguments financiers. Et les ACV, les analyses de cycle de vie, vous en pensez quoi là? En fait, moi je fais beaucoup d'ACV dans le bâtiment, on fait de l'ACV. L'ACV, c'est un truc d'ingénieur et c'est assez caractéristique d'ailleurs du monde franco-français. C'est une façon de rationaliser par le calcul l'impact d'un produit. Je dirais que ce qui est marrant, voilà, il y a cet aspect-là d'avoir besoin de rationaliser comme des ingénieurs vraiment très, très cartésiens, et ça, on retrouve un côté un peu typiquement français, qui s'oppose un peu au bon sens. Ça veut dire qu'à un moment donné, il n'y a pas besoin de faire une ACV pour savoir qu'un produit qui viendrait d'à côté de chez nous a un impact potentiellement moins négatif s'il est exploité de façon correcte. Voilà. Donc, moi, je suis très partagé d'un certain côté, mais à titre personnel, en disant, parfois je dis à mes patrons, mais parce qu'ils me demandent, oui, mais si jamais on construit en bois, combien on gagne par million d'euros en carbone? Je dis, mais oui, mais combien tu veux gagner? Tu veux dire quoi? L'ACV, ça veut tout et rien dire. C'est une réglementation. Si je suis un bon ingénieur ACV, je vais pouvoir te dire que le béton est moins carboné que le bois. Parce que je vais prendre des paramètres, des conditions de fin de vie, etc., qui vont te montrer que le béton va être moins carboné que le bois. Alors que c'est une hérésie foncière, sauf si jamais je prends des caractéristiques sur le bois très, très dégradantes. Mais voilà, donc à la fois, je pense que c'est nécessaire parce que ça va tirer, en tout cas dans notre secteur du bâtiment, la profession pour s'aligner sur un référentiel commun. C'est une nécessité quelque part. Sinon, on ne parlera jamais la même chose avec Eiffage, Vinci, avec nos concurrents. Donc, si on ne se met pas tous face à une même grille, on aura cette difficulté-là. En même temps, ça va aboutir à des non-sens évidents parce que, comme tout ce qui essaie d'être cartésien, en réalité, à un moment donné, on ne peut pas tout chiffrer et tout comparer. Et donc c'est la limite de ça. Et ça me fait penser je m'étais noté là pour préparer ce soir, l'un des grosses, enfin moi en tout cas, ce que j'ai appris à la fois à travers mon tour du monde à vélo sur les solutions, et puis à travers ces premiers 2 ans et demi, 2 ans que j'ai repris de l'activité chez Bouygues, c'est qu'il n'y a pas tant de solutions uniques, il y a autant de solutions, et c'est un peu débile ce que je vais dire, mais il y a autant de solutions que de problématiques. Et souvent, dans le symbolique, on tombe un peu. On va bêtement tomber dans « Ah oui, mais les gobelets, la solution, c'est les gobelets carton ou c'est le pas de tasse. » Mais en fait, on pourra toujours prouver qu'il y a une limite à cette solution-là. Ah oui, mais s'il y a des tasses, si les mecs ils consomment plus d'eau, est-ce que c'est plus grave, etc. Alors là, on va vouloir faire une ACV pour prouver que mais non, parce que la machine, elle consomme tant, etc. Oui, mais le carton, en fait, il est plastifié, alors machin. En fait, parfois, on se prend la tête pour des non-sujets, quoi. Voilà.
Donc, il faut s'interroger sur un peu la règle de Pareto, mais le 80-20. Qu'est-ce qui a vraiment un impact? Et après, pas se poser 10 fois la question sur est-ce que c'est mieux parce que tel truc d'ACV nous prouve, l'étude de 2014 faite par le cabinet spécialiste de tel truc montrait que dans telles conditions. Il faut des convictions, en fait, parfois. Et ça manque un peu, moi, je trouve, de la part de certains dirigeants sur ces sujets-là, qui ne tombent pas dans le symbolisme ou dans le marketing. Et tu disais tout à l'heure, Marianne, tu as peur de la personne qui prend en charge la RSE si elle vient du marketing. C'est sûr qu'aujourd'hui, le sujet est très médiatisé et donc on tombe un peu aussi, il s'est creusé finalement, il s'est vidé de son sens parfois et on a tendance à faire beaucoup de déclarations qui sont peu suivies de faits ou à parler beaucoup d'une chose qui en cache un gros iceberg. Et ça se retourne souvent d'ailleurs contre les metteurs sur marché quand même aujourd'hui. Il y a quand même un niveau d'action des associations militantes fort. Oui, pour donner une petite anecdote, là justement, je viens de parler on parle d'éponges qui sont vendues dans le domaine en B2B, pour les sociétés de nettoyage, etc. Éponges, donc évidemment, on a une énorme pression pour que ces éponges qui étaient conditionnées, c'est des gros conditionnements, hein, en sachets plastiques polyéthylène, qu'on arrête les sachets plastiques polyéthylène, on supprime le plastique, donc qu'est-ce qui nous reste? Il faut bien les tenir quelque part, donc pourquoi pas les mettre dans des cartonnettes, dans du carton, quoi, dans des manchons cartonnés. Or ça, c'est beaucoup plus lourd, ça nous fait beaucoup plus payer en éco-emballage, évidemment, parce que c'est beaucoup plus lourd. C'est a priori comme ça une mauvaise solution, hein, vraiment. Et en plus, il y a des problèmes techniques parce que les éponges, elles sont humides, et donc le carton avec l'humidité, c'est pas très bon. Alors il faudrait les plastifier, enfin c'est n'importe quoi. Et j'ai dit, mais pourquoi on les met pas en vrac? Simplement, on vend pas du vrac dans des cartons simples, enfin carton brun. Et on les met en vrac. En vrac, ça ne veut pas dire complètement, on peut les aligner quand même, on peut les mettre en ordre dedans. Mais après, ça fera autant de moins d'emballage, quoi. Ah, tiens, c'est une idée. Mais bon, je ne sais pas, moi, je suis un petit peu désespérée de voir qu'on n'a pas de réflexe, simplement de réflexion simple pour regarder ces choses-là. Et pour dire également, parler du bâtiment, j'ai vu beaucoup de considérations, construire en bois, etc. Ok. Et puis parallèlement, on voit toujours dans les bois, justement, où je vais à côté de chez moi, des dépôts d'ordures de chantiers de bâtiments. Moi, je ne comprends pas ça. Je suis vraiment désespérée. Bon, ça, c'est l'incivisme. Hein. C'est pas il n'y a pas de cause à effet. Non, mais ça veut dire qu'on n'a pas trouvé encore les moyens de dire à ces gens, ces prestataires, les artisans, on ne leur a pas donné la solution pour se débarrasser de leurs débris d'une manière correcte. C'est beaucoup trop. D'où la REP, parce qu'en fait, justement, avec ce qui s'est passé cet été, hein, enfin l'été dernier, pardon, avec le maire là, qui a été. En fait, ce qu'on appelle des voyous, hein, des gens qui jettent, c'est des voyous parce qu'ils ont une solution, c'est de payer. Mais ils ne veulent pas payer. En fait, donc en fait, ce qui est marrant d'ailleurs sur ce point de vue-là, hein, c'est que c'est nous qui allons payer. Hein. C'est vous, c'est moi. Ah oui. À défaut, quand on a des voyous, c'est pas par magie qu'aujourd'hui, si on nettoie, mais demain, si on leur met à disposition des déchetteries gratuites, en réalité, c'est parce qu'on paye. En fait, le prix s'y retrouve quelque part. Et c'est souvent nous. Donc, quoi qu'il arrive, hélas, l'incivisme, il est malheureux et il est triste, mais il n'y a pas de solution miracle à ça. Voilà. Je ne sais pas quelle heure il est. Je ne vais pas tarder à m'occuper de mon fils après. Oui, s'il n'y a pas d'autres questions, on va conclure de toute façon. Moi, j'aimerais bien en poser une. Ouais. Désolée, bien sûr. moi aussi, je m'occupe de mes 3 enfants après, donc je te comprends à 4000%.
Merci beaucoup, Quentin. C'était très intéressant et très inspirant. C'était une thématique qui m'interpelle énormément en ce moment et j'aimerais tourner mon métier d'ingénieur comme toi vers ces sujets-là. Je me suis pas mal formée ces derniers temps, alors je vais devoir trier mes questions pour Ça pas marche. trop te prendre de temps. Tu as beaucoup évoqué le nom, enfin, tu n'as pas donné le nom, mais tu as parlé souvent de ta direction et ton directeur. Est-ce que tu travailles dans les équipes de Patrice Bonifay? Oui, Fabrice. Bah, alors, pas Ouais, directement, c'est parce ça, que lui, il Fabrice. est très haut niveau, il est niveau groupe. D'accord, Alors, il y a le niveau du groupe, il y a le niveau, du coup, après des métiers. Donc, il y a Bouygues d'accord. Construction, et puis après, il y a TF1 et Colas. Ouais. Et Du puis, coup, juste il en est. dessous du niveau de Bouygues Construction, il y a Bouygues Bâtiment France Europe. Donc, on est une des grosses entités, on va dire, filiales de Bouygues Construction. Donc oui, je travaille avec lui parce que je le vois et que voilà, mais on n'a pas de D'accord, lien de managérial ensemble puisqu'on est à des niveaux de direction différents. d'accord. Ok. Donc, c'est quelqu'un qui a une certaine visibilité et du coup, je me posais la question C'est de. marrant parce qu'il est beaucoup Ouais. plus connu à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ah, ok. Mais je trouve son côté un peu pédagogique assez intéressant dans sa façon de présenter les sujets. Ouais. Ensuite, je te donne deux sujets, deux questions et tu choisis si tu n'as pas le temps. La première, comment tu mets un peu en rapport les études que tu as eues à HEI avec cette problématique environnementale qui s'est un peu imposée à toi via ton, ton tour du monde? Voilà. Est-ce que tu as pu tirer une partie des enseignements que tu as eu à HEI, comme moi je l'ai eu aussi, pour utiliser ça dans la fonction que tu occupes maintenant? Je ne parle pas quand tu étais conduite de travaux, parce que là, forcément, ça s'impose, mais sur la partie RSE. Ça, c'est la première question. La deuxième, j'aimerais bien te parler de biodiversité par rapport aux problématiques du bâtiment, enfin, qui s'imposaient maintenant au bâtiment. Il y a aussi la problématique de l'artificialisation des sols. Bon, vous êtes des constructeurs, vous bâtissez des bâtiments de sortie de terre. Donc, ça participe à l'artificialisation des sols. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et dire un peu, voilà, dire quelques mots sur ces sujets-là parce que Alors, c'est intéressant. par rapport à l'école, très rapidement, mais on avait un cours de RSE à l'époque. Je crois que j'étais le Ah, plus indiscipliné dans ce cours qui soit. ouais. Donc, comme toujours, c'est étonnant. Enfin, finalement, on se retrouve. Donc, Je directement, non, confirme. mais indirect. Je confirme. Moi aussi, je peux Mara était dans le clos. confirmer. J'ai aussi Mais je pense que, ouais, là, non, je sais pas que j'ai pas écouté, mais je crois que j'étais. Mais voilà, après, Mais il très y a honnêtement, une espèce de sensibilisation à un moment donné donnée par l'école pendant ton cursus moi, je pense surtout que sur c'est ces l'équilibre de thématiques. l'école. Moi, je crois que c'est surtout l'équilibre de l'école en général, voilà, qui nous force à se poser des questions. Je trouve que c'était une école qui nous a permis de nous épanouir et c'est plutôt dans ce sens-là, d'éveiller Ouais. notre curiosité sur plein de choses différentes, y compris des sujets non techniques. En l'occurrence, c'est un sujet qui peut être technique sur le côté ACV, comme disait Marianne, Ouais. mais qui est tout à fait non technique et beaucoup d'humain quand on parle de transformation de la culture, de l'entreprise, etc. Donc c'est plutôt sous cet aspect-là, à tel point maintenant, même j'ai un module de cours en BTP sur l'économie circulaire pour le coup, Ah, pour top. initier les conducteurs de travaux et les former à ce qu'on peut attendre, en tout cas dans une entreprise comme Ok. Bouygues, ou mais en général comme tous nos confrères, hein, c'est les mêmes attentes. Donc plutôt de redonner. Moi, c'est ça qui m'amuse aussi beaucoup, c'est finalement ce que j'ai appris, d'essayer de le redonner, de donner l'espèce de micro-perspective que je vous ai donnée là, en une demi-heure, enfin en une heure, aux élèves, parce que je trouve que c'est une belle école et que, voilà, que j'ai envie de continuer à partager ça. Voilà, après sur la biodiversité, alors tu l'as dit tout à fait justement, en fait, nous on est des metteurs, enfin si on regarde Bouygues, en fait ils ont deux métiers, Bouygues Bâtiment. On a une partie de promotion immobilière Ouais. et et surtout une partie ancestrale qui est surtout de la construction d'entreprise générale. Quand on fait de l'entreprise générale, en réalité, on ne choisit pas le terrain et on répond à des marchés. On peut choisir de ne pas aller sur certains marchés. Voilà. On va dire que sur l'artificialisation des sols, il y a deux chiffres qui sont complètement dissonants sur le sujet. Tout dépend de ce qu'on considère comme artificialisé. Est-ce qu'on considère qu'un champ avec une terre arable est artificialisé?
On pourrait, parce qu'on peut se dire qu'il est motorisé, etc. Donc, est-ce qu'on considère que quand on construit sur des champs, des friches, voilà, on l'artificialise? Aujourd'hui, c'est pas clair. En fait, on n'artificialise pas en vrai de forêt vierge. En France, déjà, il n'y a pas de forêt vierge, mais on artificialise peu sur des terrains vraiment. On fait soit de la friche industrielle, soit en réalité, on mange sur des terrains de culture. Un peu. Je ne suis pas un spécialiste du sujet. Du coup, c'est plutôt sur la partie promotion immobilière de Bouygues que nous, on leur a mis l'objectif à 2025 de faire zéro artificialisation nette des sols. C'est un challenge. On veut tendre vers. Voilà. Je ne sais pas si on y arrivera. Ça nous empêchera probablement d'aller sur certains fonciers. Bien que, comme je l'ai dit, ces façons, ça va toujours être la même chose. Ça va être la définition qu'on va prendre pour l'indicateur. Si on choisit que du terrain qui est exploité agricole de façon agraire, c'est pas s'il est déjà artificialisé, finalement, il n'y a quasiment aucune chance qu'on aille en forêt. Enfin, moi, j'habite à Chaville, par exemple. Il y a une grande forêt, qu'on aille détruire la forêt de Chaville pour y mettre des bâtiments. C'est protégé. Donc voilà, après, la biodiversité, c'est un sujet qu'on commence à appréhender, surtout donc, quand on retrouve des friches industrielles, hein, même, quelles espèces finalement ont habité cette friche pendant le temps qu'elle a été délaissée, s'il y a des espèces et comment on fait pour les protéger. Et là, de plus en plus, on fait des diagnostics biodiversité par des pas des ethnologues. Des cabinets Ouais, en fait, en interne, on a l'expertise. Donc, on a un cabinet qui s'appelle Elan, qui a plusieurs biologistes, et etc., et qui font des expertises. Donc, si jamais on fait des choix, parfois, ça nous arrive. Et puis, chez Bouygues, on a créé le label Biodiversity, qu'on a redonné d'ailleurs après à titre gracieux à la société, mais qui est un label pour les bâtiments, et tous les bâtiments peuvent se faire labelliser justement en faveur de la biodiversité. C'est plutôt un sujet qui a été assez prééminent dans l'entreprise. Je dirais après, moi je trouve qu'on a une action un peu marginale par rapport à l'enjeu des promoteurs qui, eux, interviennent en amont, récupèrent le foncier, ont vraiment, moi je trouve, un devoir, et puis dessinent avec l'architecte. Un promoteur, c'est lui qui choisit le dessin de l'architecte. Hein. Ouais. Donc il a pour moi une responsabilité plus forte de se dire comment est-ce que je rapporte de la nature en ville, comment est-ce que je laisse des nichoirs à faucons, je pense qu'il est pris. Voilà. Nous, on nous dit de mettre un nichoir à faucon, on se débrouille pour mettre un nichoir à faucon. Je vais dire bêtement, mais une entreprise générale, ça reste quelqu'un qui exécute. Oui, ça se décide en amont. Et voilà. Ok. Merci beaucoup. Voilà. Bah écoutez. Merci. Moi, je voulais juste dire un mot. J'ai des questions, mais c'est pas grave. Vas-y. Je n'entends pas de bruit, là, donc c'est qu'a priori, ça doit aller. On n'a pas besoin de moi. Et le mot que tu cherchais, je pense que c'est écologue. Écologue, merci, voilà, c'est ça. Non, juste rapidement déjà, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as appris, vraiment très instructif, et je me suis pas mal reconnue dans les questionnements que tu as pu avoir, notamment sur comment intégrer l'environnement, etc. dans nos métiers. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait plus, c'était au niveau structurel de Bouygues. En fait, pour comprendre comment toi, ton entité, elle est rattachée à, je ne sais pas comment exprimer ça, mais voilà, parfois on voit des postes de chargé de sécurité environnement, etc. Et comment ça se situe en fait toi, ton entité dans tout ça? Est-ce que vous travaillez avec eux? Est-ce que c'est vraiment des choses différentes? Voilà. Si tu veux qu'ils trient deux choses, hein, si tu prépares des stages ou tu cherches des postes, n'hésite pas à prendre mon contact, même Bouygues, et puis je t'expliquerai. Oui, bien sûr, ok. Ce sera plus simple. On va passer plus de temps, etc. En gros, dans Bouygues BBFE, donc c'est une entité on trouve 17 filiales à l'intérieur, donc des entreprises de bâtiments. Et ensuite, souvent, nous, on ne recrute pas en direct en direction là-haut. Souvent, on prend des gens qui sont dans les filiales. Donc après, quand il y a des postes de QSE, etc., c'est souvent pour les filiales. Et donc après, nous, on donne des consignes, entre guillemets, à ces gens-là qui ont une certaine autonomie. Les filiales sont quand même... Moi, je n'ai pas de lien direct managérial avec un responsable QSE. J'en ai un indirect. En fait, c'est plutôt mon patron qui en a un indirect, finalement. Voilà. Okay. Donc, c'est des montages indirects, mais d'influence. Si on décide quelque chose là-haut, forcément, les filiales doivent l'appliquer, mais après, elles ont une liberté de comment elles l'appliquent. Voilà. D'accord. Okay. Donc, on va définir des standards environnementaux pour toutes les filiales. Après, elles décident de les appliquer comme elles le souhaitent, entre guillemets. Enfin, je veux dire, en répliquant le standard, mais elles peuvent monter la barre très haut ou pas. Ok, d'accord, ok.
Et après, donc les postes, souvent, sont dans les filiales. Mais ce qui ne gêne pas, moi, je les connais très bien, je travaille avec eux. Pour le coup, quand je fais de l'opérationnel, je travaille avec eux dans mon niveau d'action. Mais prends D'accord. mon nom, tu as mon nom, non? Je sais pas, il doit être écrit. Oui, je crois que j'ai dans le mail que nous a envoyé Manon, j'ai ton adresse mail, donc Ouais. je sais Et pas prends si tu pas la l'utilises HEI parce que toujours. je Ah l'utilise oui, pas ok. beaucoup. Ah, Prends la D'accord. Q. Mon nom de famille, Oui. WITVOET, bouygues-construction.com. N'hésitez pas à m'écrire d'ailleurs, je peux ouvrir. Mais je vous redonnerai à la limite mes coordonnées dans le mail que Manon a envoyé. Ou Manon, je te les envoie et tu les Ouais, diffuses. pas de souci. C'est sur LinkedIn, Quentin? Ouais, je suis sur LinkedIn. Ok. Oui, ou sur LinkedIn, exactement, Kitri. Oui, c'est ce que je m'étais dit Voilà. de te recontacter après sur Bien. LinkedIn, mais parfait. Bah, ok, merci beaucoup. Pas de Super. problème. Bah, merci beaucoup à tous pour votre participation. Merci beaucoup, Quentin, pour ta présentation et pour toutes les réponses à tes questions. Donc, si tu me donnes tes coordonnées, je les transférerai dans le mail demain. Ouais, carrément. Et puis, pour tout le monde, n'hésitez pas. Avec HEI Alumni, on programme pas mal d'événements. On continue les apéros au moins jusque juillet. Donc, il y en a toutes les semaines et on continuera sûrement à la rentrée, mais moins régulièrement, peut-être 1 ou 2 fois par mois à voir. Pour l'instant, on a pas mal de thématiques. Il y a Adrien Lemaire qui va nous parler de son double parcours parce qu'il est ingénieur la journée et magicien le soir. On va parler aussi de modèles d'entreprise différents avec Jérémy Bataille. On va parler de visière contre le Covid avec Maëlys et Olivier Lejeune. Enfin, vous pouvez regarder, tout est sur notre agenda, sur notre site heialumni.org. On organise aussi des jeux le midi et il y a aussi beaucoup d'événements carrière en ce moment, beaucoup sur l'entrepreneuriat et sur la recherche d'emploi. Donc, si vous êtes en recherche, n'hésitez pas. Et on a lancé les événements à l'international. Donc, Marin, j'ai vu que tu étais inscrit sur le premier qui a lieu demain, qui a lieu aux Émirats arabes et Qatar. Et on fait un petit tour du monde. Ouais. On fait un petit C'est comme ça d'ailleurs que j'ai vu celui de Quentin, mais parfait. c'est bien du coup. On commence notre tour du monde du coup demain. C'est Marie qui sera là, ma collègue, et on fait une fois sur 2 et on fait un petit tour de tous les pays où sont nos diplômés. Donc si vous êtes intéressé par un ça a vocation à... Pardon. Oui, ça a vocation à remplacer les mardis H du coup, ou vous les faites toujours? Enfin, j'imagine pas maintenant avec le Covid, mais... Alors actuellement, du coup, on les a annulés. C'est pour ça qu'on a fait des apéros. C'était vraiment pour garder le lien. Après, du coup, on va reprendre nos mardis H. Et on a quand même vocation à garder 2-3 événements en virtuel puisque ça permet à des personnes qui ne sont pas forcément proches de lieux où on organise des événements de se connecter, en particulier à l'étranger et même dans des régions où finalement on ne se déplace pas. Du coup, je pense qu'on va en garder quelques-uns, c'est en réflexion en ce moment, mais même diffuser les mardis H parce que pour quelqu'un comme moi, par exemple, qui ne peut pas se déplacer à Lille ou Paris ou Lyon ou Bordeaux, souvent il y a des sujets intéressants avec des intervenants intéressants. Donc... Bah écoute, je note la proposition et puis on va voir comment c'est faisable, mais ça peut être une bonne idée de diffuser des mardis H. Donc voilà, n'hésitez pas, en ce moment il y a plein d'événements virtuels, en tout cas pour l'instant, accessibles à tous et gratuits sur notre site. Voilà. J'ai une petite question pour tout le monde. Est-ce que vous êtes tous contents d'être passés par HEI ou pas? Ou vous avez des regrets? Non, c'est horrible. Part tout de suite. T'es en première année, c'est ça? La session est est encore temps de quitter le bateau.